Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a un document assez fascinant sur la table. Une note très courte, presque une liste de courses, on pourrait dire, pour le mercato d'été du FC Barcelone. Oui, et ce qui est intéressant avec une liste aussi brève, c'est qu'elle en dit souvent beaucoup plus qu'un long rapport. La concision, ça force à faire des choix, des priorités absolues. C'est exactement ça. Et notre but, ça va être de décortiquer cette liste, d'aller au-delà des noms pour essayer de comprendre la stratégie qu'il y a derrière. C'est une vraie déclaration d'intention. Tout à fait. On va regarder les postes, bien sûr, mais surtout le nombre de cibles par poste. C'est souvent là, en fait, que se cachent les meilleurs indices sur leur plan de bataille. Absolument. Alors, allons-y. La note mentionne 3 postes. Un avant-centre, un ailier et un défenseur central. Mhm. D'emblée, ce qui frappe, c'est qu'on touche à la colonne vertébrale de l'équipe. C'est ça. On n'est pas dans l'ajustement à la marge. On renforce l'axe, de la défense jusqu'à l'attaque. C'est un signal très fort. Ça veut dire qu'on veut des résultats tout de suite. On solidifie pour être compétitif immédiatement. C'est une lecture possible, oui. Renforcer l'axe, c'est souvent la solution la plus rapide pour retrouver de la solidité. Mais ce qui me frappe presque encore plus, c'est ce qui n'est pas dans la liste. Ah, oui. Pas un seul milieu de terrain. C'est vrai, maintenant que vous le dites, pour un club comme le Barça, dont l'ADN c'est le milieu, c'est un message énorme. Exactement. Mais alors, c'est un message de confiance envers les joueurs actuels ou autre chose? Parce qu'avec la blessure de Gavi, par exemple, ça me parlait un énorme pari, presque un angle mort dans leur stratégie. C'est une lecture très juste. Ça peut être un pari très risqué. L'autre interprétation, plus pragmatique, c'est que c'est une question de priorité. De budget peut-être. Voilà. Les ressources sont pas infinies. Ils ont peut-être jugé que les urgences absolues, c'était la défense et la finition, et que le milieu, même un peu affaibli, pouvait tenir encore une saison. Donc, soit une confiance totale, soit un sacrifice calculé. C'est ça. Et dans les deux cas, le silence sur ce poste est assourdissant. Sacrifice calculé, j'aime bien la formule. Bon, passons au nom, parce que c'est là que ça devient vraiment spécifique. En attaque, la précision est quasi chirurgicale. Ah oui, Pour l'avant-centre, un seul nom, Julian Alvarez. Pour l'ailier, un seul nom aussi, Marcus Rashford. C'est d'une spécificité folle. Ce n'est pas on cherche un attaquant, c'est on veut lui. c'est une approche à très très haut risque. Quand on met un seul nom, on s'accorde aucune marge d'erreur. Aucune. Alors, soit le club est extrêmement confiant, peut-être qu'il y a déjà des contacts, des signaux très positifs. Ou alors, et c'est ça qui m'interpelle, c'est pas juste une question de bons joueurs. Ces deux noms, Alvarez et Rashford, est-ce qu'ils dessinent pas en creux un changement tactique majeur? C'est-à-dire, On parle de deux joueurs très verticaux, qui aiment l'espace. Est-ce le signe que le Barça veut évoluer vers un jeu plus direct, plus rapide? Ce serait une petite révolution. ah, mais vous mettez le doigt sur le point essentiel. C'est plus seulement qui, mais pourquoi faire. Et vous avez raison, ces deux profils, c'est pas anodin. Non? Alvarez, c'est un finisseur, oui, mais c'est aussi un joueur qui harcèle, qui prend la profondeur. Rashford, c'est la vitesse pure, la percussion. La capacité à faire exploser une défense. Exactement. On cherche des solutions pour casser des lignes. On a souvent vu le Barça cette saison tourner un rond contre des blocs bas sans jamais trouver la faille. Rashford, c'est l'antidote parfait à ça. Sa simple présence forcerait les défenses à reculer. Voilà. Et ça créerait des espaces pour les autres. Donc ces choix, c'est pas juste des envies, ce sont des réponses à des problèmes très concrets. D'accord, je comprends la logique. Mais ça reste un pari insensé. S'ils ont pas Rashford, si Manchester le verrouille, c'est quoi le plan B? La note n'en parle pas. Il n'y en a pas, apparemment. C'est eux ou rien alors. C'est le genre de stratégie qui peut vous faire passer pour un génie ou pour un amateur complet. Si ça rate, tout le projet offensif s'écroule. C'est la définition même d'une stratégie high risk, high reward. C'est un pari sur leur force de persuasion, sur l'attractivité du projet. Et sur la faisabilité financière, j'imagine. Évidemment, ça dénote une vision très claire, c'est certain, mais aussi une rigidité qui peut être dangereuse. Si ça passe, l'attaque peut devenir redoutable. Si ça casse, l'absence d'alternative est un vrai problème. Ok. Bon, si l'attaque c'est un numéro de funambule sans filet, on peut imaginer qu'ils ont été plus prudents pour la défense. Dites-moi qu'il y a des options de rechange. Eh bien, le contraste est saisissant. On passe du tout au tout. Ah, Pour le poste de défenseur central, la liste n'a pas un an, mais trois. Joško Guardiol, Alessandro Bastoni ou Nico Schlotterbeck. ah d'accord, là ça devient fascinant. On quitte la précision du scalpel pour un éventail de choix. Pourquoi cette différence d'approche? Le marché est plus compliqué? C'est la première hypothèse, la plus pragmatique.
Le marché pour un défenseur central de ce niveau est incroyablement compétitif. Tous les grands clubs en veulent, Et les prix s'envolent. forcément. Donc avoir 3 pistes de ce calibre, c'est une gestion du risque beaucoup plus conservatrice. C'est se donner de la flexibilité, ne pas être acculé si la piste numéro 1 échoue. C'est la prudence qui l'emporte. Mais attendez, je remarque un truc en regardant les noms. Gvardiol et Bastoni, ils sont pas gauchers tous les deux? Bien vu. Ça, c'est pas juste de la flexibilité. Ça ressemble à un profil très très spécifique qu'ils recherchent. On dirait qu'ils cherchent pas juste un bon défenseur, mais précisément un partenaire gaucher pour jouer à côté de Ronald Araujo. C'est une observation très fine et ça nous amène à la deuxième hypothèse qui est tactique. Le fait que 2 des 3 cibles soient des gauchers dominants, ce n'est pas un hasard. Non, ça ne peut pas l'être. Ça indique une volonté de construire une charnière avec 2 relanceurs naturels sur leur bon pied. C'est crucial pour une sortie de balle propre sous pression. La flexibilité, du coup, elle n'est pas dans le profil général, mais dans les nuances. C'est-à-dire? Bastoni est peut-être plus élégant à la relance. Gvardiol, c'est un monstre de puissance qui peut aussi jouer latéral. Schlotterbeck est un roc dans les airs. Donc, le club sait quel type de pièce il lui manque. Mais il est ouvert à différentes versions de cette pièce, chacune apportant une petite saveur tactique différente. C'est exactement ça. Et il y a une 3e lecture qui est purement stratégique. Ah oui, En montrant qu'ils ont 3 options, ils envoient un message au club vendeur. Ne pensez pas qu'on est désespéré. Si vous êtes trop gourmand, on ira voir ailleurs. C'est une façon de garder la main dans les négos. c'est malin. En attaque, ils sont en position de demandeur, presque suppliant. En défense, ils se positionnent comme un acheteur avisé qui compare les offres. Tout à fait. Donc si je résume ce que je comprends, on a un club avec une vision quasi obsessionnelle, révolutionnaire même pour son attaque, mais qui a une approche beaucoup plus pragmatique, presque anxieuse pour sa défense. C'est une bonne lecture. C'est une excellente synthèse. La conviction absolue, elle est en attaque. Voici les profils exacts qu'il nous faut pour transformer notre jeu. Et le pragmatisme est en défense. Il nous faut impérativement un roc à ce poste, et voilà 3 chemins possibles pour y arriver. C'est presque 2 stratégies en une. Oui, et la stratégie en défense est peut-être plus ouverte, parce que le besoin est plus, fondamental. On peut survivre avec un attaquant qui n'est pas exactement celui qu'on voulait. C'est plus dur de survivre avec une défense qui prend l'eau. Du coup, est-ce que cette stratégie à 2 vitesses nous donne des indices sur le projet global? On construit pour le long terme ou on cherche un coup pour gagner tout de suite? C'est difficile à dire juste avec les noms. C'est un mélange de jeunesse confirmée et de joueurs dans la force de l'âge. Mais la structure même du recrutement nous donne une piste. On ne rase pas la maison pour tout reconstruire. On la garde, mais on renforce les murs porteurs les plus fragiles, la défense, et on installe de grandes baies vitrées pour changer la lumière, l'attaque. C'est une belle image. Et l'absence de cible au milieu renforce cette idée que le salon, le cœur de la maison, est jugé assez solide. On se concentre sur les fondations et les finitions. On arrive donc à une vision assez claire de la méthode. D'un côté, une approche de conviction pure pour l'attaque. Et de l'autre, une approche de gestion du risque pour la défense. Plus flexible, plus ouverte. C'est une dualité fascinante entre l'idéalisme offensif et le réalisme défensif. On a donc décortiqué la méthode, le comment, mais il reste une question en suspens, la plus importante peut-être. Et c'est la pensée avec laquelle on devrait conclure, je pense. On a passé notre temps à analyser les cibles, à répondre à la question « Qui ?» Alvarez, Rashford, Gvardiol. Voilà. Mais la vraie question, celle qui déterminera le succès ou l'échec de ce mercato, c'est pas qui viendra à l'an, mais pour quel projet de jeu final. C'est le pourquoi qui se cache derrière le qui. Précisément, ces joueurs sont des pièces d'un puzzle. De très belles pièces d'ailleurs. Mais notre note, elle, ne nous donne pas l'image finale sur la boîte du puzzle. Est-ce un puzzle pour un jeu de possession revisité, pour un jeu de transition éclair? La véritable clé, elle est là. La cohérence. La cohérence. Tous ces recrutements, aussi brillants soient-ils, ne vaudront rien sans une philosophie de jeu claire et assumée. Cette liste, en fait, c'est pas une finalité. C'est le point de départ d'une réflexion bien plus large que chacun peut poursuivre. Quel est le visage du Barça de demain que ces noms nous permettent d'imaginer ?